Bonjour, je suis Dr Chata, je suis maître assistante en pédiatrie à l'hôpital militaire régional d'Oran. Alors je suis chargée aujourd'hui de vous présenter le cours de pédiatrie qui parle de la croissance normale chez l'enfant, ses étapes, tout ce qui concerne la croissance, ainsi en citant quelques pathologies en rapport avec la croissance. Donc, le plan, on va commencer par une introduction. On va citer les grandes phases de la croissance. On va énumérer les facteurs de la régulation de la croissance. Alors, on fera deux types d'études. On fera une étude quantitative de la croissance et une étude qualitative qui concerne la maturation. Les trois maturations connues chez l'enfant, c'est la maturation osseuse, dentaire et sexuelle. On parlera également du retard de croissance staturopondérale. On va citer quelques recommandations pour le suivi donc de la croissance chez l'enfant et on termine par une conclusion. Donc la croissance pondérale, c'est quoi? Donc c'est un développement quantitatif et qu'on quantifie, donc qui se traduit par des modifications des dimensions corporelles. Elle est connue. Elle est continue, elle est mesurable, mais la vitesse, bien sûr, elle est propre d'enfant à un enfant. Donc, chaque enfant, il a sa propre courbe de croissance. La maturation, al-boulough, c'est un développement qualitatif. Donc, la croissance, elle est quantitative. Par contre, la maturation, elle est qualitative. Elle traduit les modifications des structures et les compositions et le fonctionnement des cellules, des tissus et des organes. Donc, elle est aussi continue, mais peu mesurable. Sa vitesse est assez constante, c'est-à-dire c'est pas chaque moment qu'il y ait une croissance. C'est des périodes importantes où il y a cette maturation. Par contre, la croissance, elle est de la naissance et elle se termine à la puberté. Donc, c'est quoi? Donc, la croissance, c'est un développement. Un enfant, il est toujours en développement. De la vie intra-utérine à la puberté, il va faire deux types de développement. Un développement psychomoteur, l'intelligence, les articulations, flexion, extension, tenue, la marche et tout ça. La position assise, le regard, le langage et un développement en parallèle physique. Ce développement, c'est celui-là dont on va parler, c'est ce développement physique. Donc ce développement physique, il est composé de deux parties qui se font en parallèle, mais chacun il a ses propres caractéristiques, une croissance somatique et une maturation. Qu'est-ce que veut dire une croissance somatique? C'est-à-dire celle qui est quantifiée, c'est le poids, c'est l'augmentation au cours des années, au cours du développement, donc du poids de la taille, de la surface corporelle, ou parfois on peut parler même de volume de certaines parties du corps, des organes, des tissus qui le composent. Quelles sont les grandes phases de la croissance? Alors, la croissance staturale se déroule en 4 phases. Donc, il y a 4 phases. Il y a la phase fœtale, il y a la phase nourrissant, il y a la phase enfant et la phase puberté. Donc, nourrissante de 0 à 4 ans, enfant de 4 à 12 ans et la puberté. Alors, ces phases ne sont pas évidemment ni indépendantes, ni clairement séparées. Donc, c'est-à-dire il y a une continuité. Donc, un continue l'autre. Chaque phase, elle a ses causes spécifiques de ralentissement statural, bien qu'il y ait des exceptions possibles. Donc, dès qu'il y a une anomalie donc, dans cette phase, on aura un retentissement. Donc, on commence par, voilà, donc on parle ici que de la croissance staturale. Donc, la croissance staturale, elle a ses 4 phases. Alors, l'étape fœtale, c'est une étape rapide. C'est-à-dire le bébé, il est en intra-utérin. Au bout donc de la fécondation jusqu'il atteint l'âge de 9 mois en intra-utérin, d'âge gestationnel de 38 semaines, et il a 50 cm. Il est sous la dépendance claire nutritionnelle, c'est le placenta, l'insuline, l'IGF-2, donc c'est eux qui contrôlent cette croissance staturale. Après la naissance, donc
c'est l'étape nourrisson, la croissance, elle est également rapide. Surtout la première année, il peut gagner 24 cm. Elle devient moins au cours de la seconde année, la deuxième année, et elle est de 12 cm. Puis, voilà, donc vient l'autre phase qui est moins rapide, elle est ralentie. Celle-ci, elle est sous la dépendance de la nutrition, surtout, et les hormones thyroïdiennes. L'étape enfance, elle est plus lente. Elle décroît rapidement, progressivement, jusqu'à la puberté. Donc le gain, il est moins. Donc 7 cm par an à 4 ans, 4,5 par an à 12 ans. Donc elle devient ralentie par rapport à la rapidité avec laquelle elle a commencé. Elle est sous la dépendance importante. Ici, c'est l'hormone de croissance, l'IGF-1, qui contrôle cette phase. Donc, c'est ainsi que les hormones thyroïdiennes. La dernière phase de la croissance naturelle, c'est la puberté. Donc, c'est la puberté qui la règle. Elle est en parallèle avec la croissance pubertaire et elle est sous la dépendance des hormones stéroïdiennes. Pour ce qui est les facteurs, voilà, donc le plus important, c'est citer quels sont les facteurs qui régulent ces phases. Alors, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs endocriniens, il y a des facteurs environnementaux. Alors, les facteurs génétiques, il y a le sexe et il y a la transmission génétique. Le sexe, c'est une croissance. Le sexe, on a constaté que les garçons, ils ont une croissance plus rapide et plus lourde que les filles. En revanche, la maturation, elle est plus rapide chez les filles que chez les garçons. Donc la croissance, c'est-à-dire le poids, la taille, ces dimensions-là, qui sont très rapides chez le garçon. Par contre, chez les filles, c'est la puberté qui est plus avancée, la maturation osseuse qui est plus avancée, même les dents. Il y a les filles qui font plus rapidement des ossifications et l'apparition des premières dents que les garçons. La transmission génétique, le caractère anthropométrique se transmet selon un mode polygénique mal connu, complexe et semblant être influencé par le mode de vie, l'environnement de l'enfant, l'hérédité conditionnelle partielle, partiellement la taille définitive et les dimensions des enfants aux divers âges de la vie ainsi que le rythme de leur maturation. Il y a une certaine hérédité d'une petite taille, par exemple familiale, donc des parents qui ont une petite taille, selon les calculs de l'hérédité, l'enfant peut avoir une petite taille comme il peut avoir une taille normale. Les facteurs endocriniens, donc c'est les 3 hormones les plus importants. L'hormone hypophysaire, la TSH et l'hormone de croissance, la somatotropine. Il y a les hormones sexuelles qui, n'influencent pas beaucoup plus, n'influencent pas la croissance, mais surtout la puberté la croissance. Voilà, donc c'est la maturation pubertaire. Ils sont sous contrôle des hormones sexuelles, c'est les androgènes et les œstrogènes. Et ceux également, ils peuvent limiter, exactement la croissance naturelle. Les hormones thyroïdiennes, la T3, la T4, la TSH, ils influencent le mûrissement plus vite qu'ils ne s'allongent pas, donc ils interviennent sur l'os et donc l'os il n'est pas en maturation qui fait il y a un retard statural. Voilà, donc sachez, le rouge c'est chez les filles, le bleu chez les garçons. Alors ça c'est les facteurs qui influencent cette croissance naturelle. Donc nous avons la nutrition qui rentre dedans, nous avons l'hormone de croissance, la génétique, les hormones thyroïdiennes. Là, c'est pendant la phase fœtale, donc, et la phase nourrissant. Alors, pour ce qui est, voilà, ici, c'est la phase fœtale et nourrissant, donc la nutrition au placenta, puis l'alimentation chez le nourrissant, avec les hormones thyroïdiennes qui règlent surtout les 2 phases. Beaucoup plus importante, leur influence, elle est ici dans la phase enfance.
Donc, c'est l'hormone de croissance, c'est les hormones thyroïdiennes et la génétique qui peuvent influencer cette croissance, soit la laisser normale, soit l'entraver. Et bien sûr, pour la maturation, c'est pour les ados, donc c'est l'hormone qui définissent ce caractère. Alors, il n'y a pas que les hormones, hein, il y a d'autres, il y a des facteurs environnementaux, ceux de milieu, facteurs climatiques. Voilà, les Asiatiques, par exemple, régionales, géographiques également. Il y a c'est une population petite taille. Nutritionnel, c'est l'apport calorique global, l'équilibre de la ration alimentaire, la teneur et la valeur biologique des protéines, l'apport en calcium, en vitamines, ont des effets immédiats et directs sur le développement et la croissance du jeune enfant. Il y a le facteur qui a été incriminé récemment, le facteur psychologique, c'est les carences affectives, des enfants en carence affective, et donc il a été constaté qu'ils présenteront des petites tailles, surtout la carence affective maternelle. Mais c'est un diagnostic qui reste d'élimination, il est d'allure psychologique. Le facteur socio-économique, ces éléments environnementaux distincts, donc des apports alimentaires qui peuvent être en rapport avec les conditions sanitaires, la promiscuité, les dimensions de la fratrie, lorsque la famille elle est très nombreuse, le mode de vie familial et surtout la situation financière des parents, lorsque c'est des parents qui n'arrivent pas à faire manger leurs enfants, donc c'est un apport alimentaire insuffisant. On rapporte que les enfants issus de classes sociales aisées ont une croissance et une maturation harmonieuse et plus rapide que celle des classes défavorisées. C'est pour cela qu'on a incriminé ce facteur socio-économique. Maintenant, on va parler de l'étude quantitative, c'est-à-dire la croissance d'elle-même. Comment peut-on l'étudier, cette croissance? Alors, l'oxologie, c'est une science métrique qui permet d'évaluer la croissance staturo-pondérale. Donc, on a besoin de quantifier. Donc, on a besoin de mensuration, de mesures. Donc, il faut des mètres et des kilos. La biométrie humaine, elle permet une analyse mathématique et statistique. Donc, là, on est en train de créer des courbes, des caractères mesurables des groupes humains. Donc là, on va créer des courbes pour cela. Alors, la première des choses, c'est les mensurations. Qu'est-ce qu'on fait pour les mensurations? Donc, c'est le poids, la taille, le périmètre crânien et d'autres éléments. Pour la dentition, on fait juste un examen et l'ossification, il y a des radios pour cela. Alors, un enfant normal évolue harmonieusement de ces paramètres. Ils sont en corrélation. Le poids, la dentition, l'ossification, elle est en rapport à un âge identique. Alors, pour qu'on parle d'une croissance normale, il faut que l'âge chronologique égale l'âge statural égale l'âge osseux. Qu'est-ce que c'est l'âge chronologique? C'est l'âge réel calculé en fonction de la date de naissance. Donc, c'est 3 ans et 4 mois, c'est 12 ans, c'est 3 mois. Donc, c'est la date de naissance qui nous donne un âge réel, ce qu'on appelle l'âge chronologique. L'âge statural, c'est l'âge estimé à partir de la taille. C'est-à-dire, on prend la taille de cet enfant, on la mesure et on va la mettre en calcul. Elle correspond à quel âge? Est-ce l'âge calculé ou bien autre chose? L'âge osseux, il reflète la maturation, donc il est calculé à partir des os de la main, ou bien on va référencier à l'atlas de Grolisch et Peel. Alors, lorsque ces 3 paramètres sont égaux, là, on parle d'un enfant normal, il n'y a pas de problème. Donc, cette étude quantitative de la croissance, on va commencer par le premier paramètre, la taille. Alors, il faut savoir que on va la mesurer grâce au rubomètre en position couchée, moins de 100 cm. C'est-à-dire lorsque l'enfant n'atteint pas les 3 ans. Par contre, s'il dépasse en position couchée, voilà. Donc, à partir de 100 cm, c'est la position debout, tête défléchie, avec une toise
mesurable qui est fixé. Donc, où on trouve ce matériel dans tous les cabinets de pédiatrie. Alors, la vitesse de croissance, elle est calculée au bout de l'année en rapportant donc les tailles sur la courbe de l'enfant et au bout d'une année, on peut calculer sa vitesse. Alors la taille cible, c'est une taille qui prend en considération la taille des parents et en faisant la moyenne de la taille des parents, en ajoutant 6,5 chez le garçon et en soustrayant 6,7 la fille. Ça, c'était la taille. Le poids, on mesure avec une balance un enfant qui est déshabillé. L'indice de maturation corporelle, donc, il est calculé grâce à l'équation le poids sur la taille au carré. Il reflète l'état nutritionnel de l'enfant. Donc, on peut détecter une hypotrophie, voire une obésité. Le rapport périmètre brachial sur périmètre crânien, il reflète également la nutrition. Donc, on utilise dans le cas de malnutrition protéino-énergétique. Alors, le périmètre crânien, donc c'est ce qu'on pratique généralement dans tous les cabinets de pédiatrie. On prend le poids, la taille et le périmètre crânien à la naissance systématiquement. Donc, grâce à un ruban-mètre, on prend la plus grande circonférence, c'est en prenant le front et l'occiput. Donc, et on calcule le PC. Alors, d'autres mesures, mais ils sont facultatifs, c'est en fonction du cas de l'enfant. Alors, segment supérieur, segment inférieur et envergure, surtout si on a un problème de retard statural. Donc, le segment supérieur, c'est en calculant au ruban-mètre le segment, la hauteur du corps, c'est le tronc, le cou et la tête. Bien sûr, en position assise, et le segment inférieur en position debout. Donc, on soustrait, voilà, dans la hauteur, elle est connue. Donc, on soustrait, c'est facile, on prend le segment, puisqu'on a le segment supérieur, on prend la taille et on soustrait. L'envergure, c'est la distance qui sépare l'extrémité des deux médius. Voilà, les deux médius. Donc, ça, c'est une toise ou bien la taille donc d'un enfant moins de 3 ans, position couchée au lit, et on va étirer bien. On utilise, voilà, ça c'est un matériel, mais chez nous c'est le ruban-mètre. Là, c'est la prise du périmètre crânien grâce à un ruban-mètre, la distance fronto-occipitale, et on prend le chiffre. Le périmètre brachial, voilà, c'est au niveau du bras, c'est pour étudier l'état nutritionnel. Et tout ça sera rapporté sur des courbes. Donc, chaque phase, comme on a dit, la phase fœtale, la phase enfant, la phase nourrisson, enfant et puberté, donc elle a ses courbes. Chez nous, il y a 2 courbes. Il y a courbe de la naissance et les courbes de 0,4 ans et de 0,19 ans. Alors, celle de la naissance, elle prend en considération Usher et McLean. C'est grâce à des... voilà, ça c'est... On tient compte de l'âge gestationnel et non pas l'âge chronologique. De 0 à 4 ans, c'est la tranche nourrisson. Elle a ses propres courbes. Il y a 2 types de courbes. Donc, c'est les courbes de Sampé et Pedran, et il y a seul spécifique pour le garçon et celles qui sont destinées pour les filles. Donc, voilà. Donc, de 0 à 19 ans, on a donc également d'autres courbes pour les filles et les garçons. Et également, on a des courbes de l'indice de maturation corporelle de Roland Cachera. Voilà, ça c'est les courbes de la naissance. Ça, les courbes de Sampé et Pedro de 0 à 36 mois. Ça, c'est les courbes de Sampé et Pedro de 0 à 19 ans. Voilà, ça c'est... Je voulais vous montrer, ça c'est pour les filles et ça c'est pour les garçons. Regardez, donc il y a cette tranche de normalité, donc pour tout ce qui se met ici, il est normal, et en dehors, c'est pathologique. Tout ce qui se met là, il est normal. Voilà, ça c'est les limites. Voilà, ça c'est les courbes de l'IMC, c'est pour les garçons.
pour les filles. Alors, en revenant à cette dernière, c'est comment calculer la vitesse de croissance. La vitesse de croissance, elle est rapide, donc elle varie avec l'âge, mais elle est rapide durant les 4 premières années. Elle devient linéaire jusqu'à la puberté, puis elle reprend une accélération après, donc dès qu'elle entame la puberté. La fin de la puberté, elle s'annonce par un ralentissement et on aura l'arrêt total de la croissance pour donner une taille adulte. Voilà, ça c'est les donc de la vitesse de croissance. Regardez, il y a vraiment une rapidité donc de la croissance. Puis tout à coup, ça commence durant les 4 premières années, puis ça devient ralenti. Elle augmente pendant la puberté pour atteindre la croissance, elle se stoppe ici. On n'aura plus de croissance à l'âge adulte. Maintenant, on va parler, après avoir parlé de la croissance, on va parler un petit peu de la maturation. La maturation, on a dit la maturation osseuse, dentaire et pubertaire. Alors, osseuse, c'est un témoin fiable de la maturation biologique. Ce processus, il est en parallèle avec la croissance staturo-pondérale. Alors, il faut savoir qu'elle évolue en 3 stades. Il y a une maturation prénatale du fœtus, postnatale et la maturation de l'adolescent. Alors, on aura où s'ossifient les maquettes cartilagineuses diaphysaires pendant la maturation prénatale. Pour la postnatale, elle s'ossifie les points osseux du carpe, du tarse, de la voûte crânienne, des épiphyses et des osselets. Et la maturation donc à l'adolescence, c'est les cartilages de conjugaison. Elle est exprimée en années, elle est établie en comparant des radiologies de l'enfant avec celle qui a été réalisée au niveau de l'atlas de référence et l'atlas de Grolisch-Epil. Il faut savoir que les parties non ossifiées, elles sont radiotransparentes. Donc, si elles apparaissent, c'est qu'elles deviennent ossifiées. Alors, le choix de la radio dépend de l'âge. Bien sûr, on ne peut pas faire une seule radio qui définit tous les âges. À la naissance, il n'y a que les clichés du genou et du pied gauche. Par contre, à 3 mois et à 6 ans, on a celui du cliché de la main et du poignet gauche, face et profil. Alors, comment on détermine un âge osseux? Alors, de 0 à 3 mois, la radio du genou et de la cheville, elle montre les points calcanéens et astragaliens qui sont présents avant la naissance. C'est-à-dire, en intra-utérin, ils sont là. À la naissance, les points de Béclard, on va chercher les points de Béclard. C'est quoi les points de Béclard? C'est le noyau fémoral inférieur et le noyau tibial supérieur et les noyaux cuboïdiens. Donc, on les retrouve la radio du genou, on retrouve c'est les points de Béclard. Au-delà de 3 mois, on utilise la radio de la main et du poignet gauche face et profil. Et on va calculer en fonction de l'atlas de Grolisch. À partir de 4 ans, donc, il faut calculer le nombre de points d'ossification. Alors, à la naissance, on a parlé, donc c'est l'épiphyse fémorale inférieure et tibial supérieur. À 3 mois, nous avons 2 points carpiens. À 4 mois, la tête fémorale. Donc, il faut faire un cliché du bassin. 18 à 24 mois, l'extrémité inférieure du radius. 3 à 4 ans, pyramidal et semi-lunaire, scaphoïde, ainsi de suite. Donc, c'est grâce à ce calcul, c'est comme ça qu'on fait le calcul de l'âge osseux. C'est grâce à la main et du poignet gauche qu'on a les apparitions donc des points principaux d'ossification. Voilà, et donc à 7 ans, on a l'extrémité, donc le G, donc le cubitus, par exemple, le semi-lunaire, voilà, regardez, il n'apparaît qu'à 4 ans, avant on ne le trouve pas, donc c'est en fonction. On va calculer un point, nous avons un tableau et on saura l'âge osseux de l'enfant. La maturation dentaire, c'est un témoin classique, il n'est pas très fiable, donc chaque enfant il peut faire un petit peu de retard, mais il n'est pas fiable. Donc la chronologie de la première et de la deuxième dentition se font fixes, mais les dates d'apparition sont variables. Il faut savoir qu'il y a des premières dents, des dents de lait qu'on appelle, et il y a des dents temporaires, puis il y a des dents définitives.
Voilà, ça c'est un petit peu une petite idée. Donc l'enfant à 8 ans, donc il aura, à partir de 8 ans, il aura ses dents définitifs. Donc l'éruption des premiers dents de lait, regardez, donc à 6 à 7 mois, 7 et 9 mois, les incisives du bas, les incisives du haut. Voilà un petit tableau qui récapitule donc les 20 dents de lait et les 32 dents définitives permanentes. Alors, c'est en fonction de l'âge, de 0 à 3 mois, elle peut débuter à 3 mois jusqu'à 5 mois. Donc, c'est les incisives médiales, les incisives latérales, les canines, les premières molaires et les deuxièmes molaires. La maturation sexuelle, donc marquée par l'apparition de caractères sexuels secondaires, donc il faut que l'enfant commence à montrer ses caractères sexuels. Donc, et par l'apparition de radiologie de la main, de l'os sésamoïde. Dès qu'on a à la radio de la main gauche, l'apparition de l'os sésamoïde, c'est que la maturation sexuelle, elle commence. Alors, selon Tanner, nous avons 5 stades. Alors, donc, il y a le prépubère ou l'impubère, puis vient le stade de chez les filles, bien sûr, ici on parle des filles. Hein. Donc, pour ce qui est mammaire, on a l'apparition du bourgeon mammaire, puis un élargissement de la saillie donc des seins et l'aréole, projection en avant de l'aréole, et on se termine par un stade adulte. Également pour ce qui est pubien, la pilosité, donc elle est impubère stade 1, pilosité pubienne minime débutante, elle devient plus ou moins dense, elle devient très importante, et ça c'est au niveau jusqu'aux cuisses, c'est adulte. Donc c'est une classification. Voilà, une autre, voilà, c'est pour les filles et les garçons à la fois. Regardez, voilà, ça c'est les garçons et ça c'est pour les filles. Voilà, ça c'est les filles, ça c'est les garçons. Voilà, c'est les gonades. On parle des gonades. Et voilà, c'est les stades avec l'âge, le P2, les gonades, les S. Voilà, ça c'est les filles et ça c'est les garçons. Il y a 5 stades. Donc, comment l'évolution se fait de la croissance? Donc, la croissance staturale, elle débute en intra-utérin. Il y a une phase très rapide évaluée par les échographies anténatales, et surtout celle qui est la tridimensionnelle, en prenant les diamètres bipariétales, la longueur fémorale, les mensurations à la naissance selon qu'on a déjà parlé, c'est les courbes de Usher et MacLean. L'importance des facteurs environnementaux utéroplacentaires peu d'influence dans la taille parentale. Donc, la taille parentale, elle n'a pas une influence ici. C'est surtout cette nutrition, ces hormones qui entrent dedans. De 0 à 4 ans, c'est la petite enfance, c'est une phase rapide, donc 25 cm, 65 cm à 1 an. Puis on a résumé déjà ça, la deuxième année 10 cm, soit 85 à 2 ans, ainsi de suite. Donc, et elle s'accélère, elle est rapide, elle est un petit peu en ralenti, puis elle reprend pour la puberté, puis elle s'arrête. Alors, pour la période pubertaire, pour la deuxième, donc la phase pubertaire, bon, on a parlé de ça, et pour la puberté, c'est le développement des caractères sexuels. Pour ce qui est le poids, les courbes de poids, elle est normale, parallèle à la taille. Donc, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un parallélisme entre la courbe pondérale et la courbe de la staturale, celle de la taille. Le périmètre crânien, il reflète surtout le développement cérébral. Sa croissance, elle est indépendante de la taille et du poids. Alors, le maximum pendant les 3 premières années, puis il va prendre une dimension fixe. Alors, maintenant, on a terminé de parler de la croissance normale chez un enfant. Les pathologies rencontrées, c'est les retards. Alors, quand est-ce qu'on parle d'un retard de croissance? Il faut que on a les 4 éléments suivants. Donc, dans une courbe, on trouve une taille moins de 2 de déviation standard.
Comme on a parlé, les limites inférieures, elles dépassent les limites inférieures. On a un âge osseux retardé, pas d'1 an, pas de 1 an et demi, mais de 2 ans jusqu'à 3 ans. Un enfant qui a par exemple 8 ans et quand on fait l'atlas de Grelich, on se retrouve devant un enfant qui a 3 ans. Là, on prononce le mot retard de croissance. Sa taille, elle est inférieure, très inférieure à la taille cible calculée à partir des parents et on a une vitesse au bout de 2 ans qui est très ralentie. L'enfant ne gagne pas, il stagne. Donc, il ne gagne aucun centimètre. Là, on est devant un retard de croissance à investiguer. Bon, il y a plusieurs méthodes de calcul. Alors, je vais vous citer juste les plus grands chapitres des retards staturaux. Donc, nous avons les maladies génétiques et malformatives, les anomalies chromosomiques telles que la trisomie 21, le syndrome de Turner. Il y a des syndromes génétiques, Prader-Willi, syndrome de Noonan et le Digens, les maladies constitutionnelles osseuses, les achondrodysplasies, les hypochondroplasies et les dyschondrostéoses, l'ostéogenèse imparfaite. Nous avons des retards staturales secondaires à petite taille dès la naissance, le retard statural familial ou bien constitutionnel, le retard statural symptomatique d'une affection chronique lorsque l'enfant il est porteur de maladies chroniques, les pathologies cardiaques, pulmonaires telles que la mucoviscidose, les pathologies digestives et hépatiques, la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires telles que le Crohn, les rectocolites hémorragiques, les hépatopathies, les pathologies rénales telles que le syndrome néphrotique, les tubulopathies, les affections osteoarticulaires inflammatoires telles que la polyarthrite chronique juvénile avec l'hypercorticisme iatrogène. Il y a les malnutritions chroniques, l'anorexie mentale, les conditions socio-économiques défavorables. Il y a les pathologies endocriniennes dans le cadre de déficit en GH, d'hypothyroïdie, d'hypercorticisme, syndrome de Cushing, et il y a le nanisme psychosocial. Donc, pour cela, en fin de cours, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que la détermination des paramètres anthropométriques et les mentionner sur le carnet de santé est un geste impératif à chaque consultation. L'intérêt, donc, pour cela, c'est pour faire une courbe et donc surveiller la croissance de cet enfant. La surveillance de la croissance nécessite les mensurations chaque 3 mois. La première année, chaque 6 mois, les années suivantes, et chaque année à l'âge scolaire. Donc ça, si on veut faire un suivi correct de la croissance d'un enfant. L'évaluation de la croissance se fait selon les courbes de croissance connues de l'OMS, Santé et Pedro utilisées en Algérie. L'évaluation de la vitesse de croissance nous permet de détecter précocement un retard de croissance. Imaginez qu'on peut rattraper un enfant au lieu qu'il se trouve dans un retard qu'on pouvait éviter précocement. Et tout enfant quittant son couloir doit être considéré comme un enfant à risque. Donc ça, c'est le suivi et la lecture des courbes. Je termine que prendre le temps de mesurer et de tracer des courbes de croissance à chaque consultation est primordial. Prendre le temps d'analyser et de se fier à pas une seule impression clinique. Oh oui, il est normal. Non, c'est très important d'analyser et de rapporter ça sur des courbes. De nombreuses pathologies endocriniennes, tumorales, insuffisance d'organes, maladies chroniques peuvent être révélées par une bonne analyse des courbes. Et je vous remercie pour votre attention.